va pouvoir débuter. Du coup, on n'a personne dans la salle d'attente. Et puis, ceux qui se joindront à nous le feront du coup au fur et à mesure. Hein. Comme ça, on va pouvoir débuter. Donc, débuter tout d'abord en remerciant très chaleureusement Éric Verdeil d'avoir accepté de participer à ce séminaire, hein, qui, comme je vous le rappelle, porte de façon très large sur les questions liées à l'explosion qui a lieu au 4 août et de tenter d'entamer une réflexion pluridisciplinaire avec des angles et des vues tout à fait complémentaires sur la façon dont on peut réfléchir collectivement, apporter une pierre à un savoir un peu plus large sur cette question de la réhabilitation et de la reconstruction de Beyrouth post-explosion du 4 août. Donc on a déjà eu 2 séances, aujourd'hui c'est la troisième, on a abordé les questions patrimoniales la dernière fois, et puis on a abordé l'histoire du port en tant que tel, puisque c'est un des espaces qui a été évidemment les plus touchés par l'explosion. Et on a décidé de poursuivre notre réflexion aujourd'hui avec Eric, de façon à élargir un peu notre point de vue et essayer de réfléchir ensemble à la façon dont la question de la reconstruction peut être posée au Liban. Et on a eu d'autres expériences sur lesquelles Éric Verdeil a travaillé dans ses travaux précédents. Et donc, il va nous aider à mettre en perspective, à contribuer à la réflexion, bien entendu. Donc, il parlera, puis ensuite, vous pourrez avoir un échange avec lui. Donc, pour présenter rapidement Éric Verdeil, bien que je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, il est aujourd'hui professeur des universités à Sciences Po à Paris. C'est un spécialiste de géographie urbaine. Il a été responsable à Beyrouth de l'Observatoire urbain de 2000 à 2003. Et ses centres d'intérêt incluent la sociologie, l'histoire de l'urbanisme, et notamment dans le monde arabe, les rapports entre guerre et politique urbaine au Moyen-Orient, les transformations actuelles des politiques de gestion urbaine, notamment sur la question des services urbains, eau, électricité, déchets. Alors, si l'essentiel de ses recherches s'est déroulé au Moyen-Orient et plus particulièrement au Liban, avec une thèse qu'il a fait il y a maintenant quelques années sur la question de la reconstruction de Beyrouth, il a élargi ses terrains aux pays du Sud et à l'Est de la Méditerranée, dont la Jordanie et la Tunisie. Il a publié plusieurs ouvrages, entre autres Beyrouth et ses urbanistes, une ville en plan auprès de l'IFPO en 2011, et coédité l'Atlas du Liban. Et il va publier fin octobre, avec l'atelier cartographique de Sciences Po, un atlas des mondes urbains, donc aux presses de Sciences Po. Donc on est très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui, et donc nous allons t'écouter pour un peu plus d'une trentaine de minutes, entre 30 et 40 minutes, et puis ensuite vous pourrez tous poser vos questions et nourrir la réflexion et réagir à ce qui aura pu être présenté aujourd'hui. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, voilà, il y a effectivement un certain nombre de noms connus. Je ne vois guère de visage pour l'instant. J'espère qu'au moment de la discussion tout à l'heure, les caméras s'allumeront et que je pourrai voir donc les visages connus ou moins connus ou inconnus même qui parleront, qui prendront la parole. Donc, merci beaucoup à l'équipe de l'IFPO pour cette invitation. C'est vrai que lorsque la terrible nouvelle et les terribles images de l'explosion du 4 août ont surgi sur nos écrans cet été, j'étais extrêmement inquiet et préoccupé par cette situation, et j'ai indiqué assez rapidement à l'IFPO que j'étais disponible pour participer à des réflexions et contribuer, s'il était possible, à l'initiative de l'IFPO. Donc, c'est à ce titre que je suis là. Donc, je suis heureux de partager quelques réflexions avec vous. D'un autre côté, je me sens terriblement loin, terriblement impuissant, évidemment aussi. Mais du coup, cette distance m'a aussi un peu intimidé, et je me suis demandé jusqu'à quel point j'étais légitime à en fait intervenir, alors que je n'ai même pas évidemment
été sur le terrain. J'ai parlé évidemment à un certain nombre d'amis qui habitent soit sur place dans ces quartiers, soit plus largement dans d'autres endroits au Liban. Et ça m'a permis évidemment d'avoir quelques retours, mais c'est une vision très partielle, très subjective. Donc voilà. Et dans le même temps, je me suis évidemment énormément, enfin, j'ai essayé de suivre autant que possible. Donc il y a énormément de sources. Et en particulier, je dois le dire, les travaux de l'équipe du Beirut Urban Lab de l'EUB, des collègues avec qui j'ai d'ailleurs travaillé depuis de longue date, ont été une source absolument essentielle d'informations. Et j'ai été bien heureux de trouver là des analyses souvent très originales, nourries de matériaux de terrain très, très riches. Et quelque part, cette importance du travail en cours, hein, aussi bien d'enquête que aussi d'analyse et de propositions, me conduit justement à vraiment me demander assez modestement comment je peux apporter quelque chose à tout cela. Alors donc, évidemment, je vais vous proposer quelques éléments de réflexion qui sont informés par ma pratique de Beyrouth de longue date, par mon intérêt pour les questions de reconstruction dans cette ville. Mais bon, voilà, en étant en même temps, je dois bien le dire, très dubitatif sur enfin, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je ne vais rien apporter de nouveau, éventuellement un regard différent, un petit peu décalé et remis en perspective par rapport aux épisodes précédents de reconstruction, aux précédents rounds de reconstruction, si l'on peut dire. Mais voilà, je serais très heureux si les questions que j'aurais soulevées dans cette présentation suscite des échos, des commentaires, des critiques aussi, évidemment, parce que je suis conscient de n'avoir pas d'éléments importants, enfin de neufs à mettre en évidence. Alors, deux points ont un peu suscité mon interrogation et vont nourrir cet exposé. Le premier, c'est donc d'abord une interrogation sur le terme qui a été choisi justement par l'équipe du Beirut Urban Lab, les collègues de l'EUB, qui parlent systématiquement de recovery, post-blast recovery, etc. C'est un terme qui est assez nouveau, enfin relativement nouveau dans le débat sur la reconstruction. Ce n'est pas qu'il n'avait jamais été employé, bien entendu, mais voilà. Et en plus, pour un francophone, ce terme n'est pas directement traduisible. Bon, évidemment, ça veut dire guérison, ça veut dire rétablissement, mais ce ne sont pas des mots et des termes que l'on emploie tels quels dans le domaine de l'urbanisme. Donc, ça pose un peu une question. Alors, cette interrogation sur les mots choisis pour la reconstruction m'ont rappelé des travaux que j'avais pu mener autrefois, notamment avec Elisabeth Longness. On avait fait une analyse historique du mot urbanisme et de ses traductions en arabe. Et puis, plus largement, à la fin des années 90, au moment même de la reconstruction de Beyrouth, il y avait un important programme français qui s'appelait Les mots de la ville. Et finalement, l'idée était, en s'interrogeant sur justement les mots choisis, les mots en usage, de questionner leur caractère évident, l'évidence des pratiques professionnelles, l'évidence des concepts de politique publique, et au contraire d'essayer de les déconstruire, de les désessentialiser, pour identifier les idéologies, les trajectoires, les décalages aussi donc, entre différents univers sociaux, professionnels. Donc, c'est un petit peu de cette démarche que je vais m'inspirer ici, avec du coup l'idée que les termes qui sont choisis par les uns et les autres, donc recovery, reconstruction, rebuilding, et leurs équivalents en arabe sur lesquels on va venir dans un instant, eh bien, traduisent des liens complexes entre la volonté de sortir d'une situation présente qui est insupportable, qui est le résultat d'une destruction très brutale et très violente,
avec la place que le passé urbain doit occuper dans les projets pour le futur. Donc, en fait, on a vraiment une relation entre trois temps, hein, le temps du présent, le temps du passé, qui exprime en français ou en anglais le « re », et la projection dans le futur. Et tout cela nous donne un entrecroisement de temporalités qui sont, à mon sens, tout à fait instructives à interroger pour comprendre la diversité des positions des acteurs. Ce sera donc un premier temps de mon analyse. Le deuxième temps de mon analyse me conduira, il y a une continuité directe, à mobiliser en fait l'idée ou la notion de culture urbanistique que j'avais utilisée dans ma thèse et dans d'autres travaux pour essayer de la mettre à l'épreuve finalement de ce moment d'une nouvelle reconstruction de Beyrouth pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui a bougé entre les débats d'aujourd'hui et les débats d'autrefois, et notamment quelles différentes postures professionnelles et politiques sont à mobiliser pour jeter un éclairage peut-être un petit peu décalé sur cette question de la reconstruction. Voilà. Alors, j'en viens donc à mon premier point, les mots de la reconstruction. Je vais procéder en fait en trois temps. Je vais m'interroger tout d'abord sur les mots, je vais dire, qui sont en continuité avec les reconstructions antérieures. Donc pour cela, j'ai procédé à une analyse un peu rapide d'un corpus de travaux et de textes qui sont parus ces derniers temps. Tout d'abord, un texte juridique, la loi récente qui protège donc les zones touchées par l'explosion du port de Beyrouth et qui soutient la reconstruction de ces quartiers. Il y a aussi un texte qui vient d'être publié par l'Ordre des ingénieurs et architectes avec 6 universités et 6 écoles d'architecture au Liban qui propose finalement un cadrage des enjeux de la reconstruction. Alors, ce qui m'a intéressé dans ces éléments de corpus, je reviendrai sur les autres éléments de corpus après, qui utilisent d'autres vocabulaires, c'est que là, justement, le terme utilisé, reconstruction, Iadat Ermar, c'est le terme classique de la reconstruction, celui que l'on a utilisé dans les précédents épisodes. Hein. Alors, on va trouver aussi d'autres termes proches, Tarmim pour la restauration. Il y a aussi alors, cette formule qui est un peu plus originale, Iadat Tahil, pour la, comment dirais-je, qui traduit l'idée d'une forme de revitalisation et qui donc en fait ici en français a été traduit par Jad Tabet par réhabilitation. Mais l'idée, c'est celle de revitalisation qui est présente. Donc là, il y a des petites… Enfin, ce n'est pas un terme, je crois, qui était très fréquemment utilisé. Hein. Alors, entre parenthèses, je me suis fait aider un petit peu pour ce travail sur corpus. Les gens qui me connaissent bien savent que mon arabe est un peu limité. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est donc de mettre en évidence la continuité avec les épisodes précédents de reconstruction. Et on le voit bien ici avec ces deux documents qui, par exemple, pour solidaire, on va retrouver ce même terme hein, de et de même aussi avoir des éléments de vocabulaire proches qui ont été utilisés dans la reconstruction de la banlieue sud en 2006. Donc là, j'allais dire d'une certaine manière, il n'y a pas de surprise. Donc simplement, ce qu'on peut voir qui me paraît relativement original, c'est que cette conception classique de la reconstruction trouve notamment à j'allais dire, il y a un peu un élément de débat autour de la question du patrimoine. Nous avons vu la semaine dernière, lors du dernier séminaire, une présentation de M. Khaled Rifai qui, en tant que directeur des Antiquités, nous a présenté le corpus et les instruments juridiques. Et j'allais dire que là, dans
dans cet épisode, évidemment, la question du patrimoine paraît extrêmement importante. Il nous a montré comment la loi libanaise, comment il cherchait, lui et un certain nombre d'autres acteurs, à faire évoluer la loi libanaise pour protéger tout ce patrimoine. Donc, j'allais dire que ces questions de protection du patrimoine apparaissent centrales dans la problématique de reconstruction qui émerge pour donc une grande partie des acteurs concernés, notamment un certain nombre d'ONG comme Save Beirut Heritage, etc. Il me semble que face à cette approche finalement assez classique de la protection du patrimoine dans le cadre de la reconstruction, la déclaration urbaine de Beyrouth fait un petit peu évoluer le cadre de pensée en cherchant à prendre en considération l'évolution des modes de vie, les besoins des habitants, d'une manière qui est différente, en particulier de ce que les outils classiques ou les nouveaux outils que ces institutions cherchent à mettre en avant ont pu faire. Et donc, on voit ici ces deux extraits du document de la déclaration urbaine de Beyrouth qui insiste sur l'idée du projet intégré où le site est un projet urbain mais social. Il faut préserver donc une diversité qui comprend aussi qui implique de s'intéresser aux besoins de la société. Je pense que là, il y a des éléments de débat qui ne sont pas, des petits éléments de tension, je dirais, parmi les tenants de cette approche de la reconstruction. Cela dit, j'allais dire que les réponses qui sont mises en avant par ces acteurs sont finalement très classiques, justement. Et là aussi, on est vraiment dans une continuité avec les outils de l'urbanisme. Donc, ce va être la décision récente du Conseil supérieur de l'urbanisme de mettre sous étude des zones sinistrées. La loi du 30 septembre insiste sur cette approche. L'idée, c'est de bloquer les transactions, sauver ce qui peut l'être du tissu urbain afin de gagner du temps. Et donc, on voit dans le document de la déclaration urbaine de Beyrouth tout un ensemble d'idées de projets d'urbanisme à développer à l'échelle de la ville d'abord, avec une vision classiquement, j'allais dire, descendante. Donc, il faut penser à la relation ville-port, il faut penser à la question des déplacements, et ensuite, il y a une réflexion sur l'échelle des quartiers, et puis l'échelle des espaces publics. Donc, je pense que la continuité ici du vocabulaire, et malgré une légère évolution de certains enjeux, nous fait observer une grande continuité des conceptions de la reconstruction. Alors, j'en viens maintenant au terme de recovery. Recovery, un terme que les collègues donc, du Beyrouth Urban Lab utilisent de manière militante. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que dans le premier corpus, en fait, c'est un corpus qui est d'emblée arabophone, ici, on a un peu, j'allais dire, une innovation linguistique. Enfin, en tout cas, ça vient de l'anglais. Donc le terme recovery, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire guérison, ça veut dire peut-être rétablissement. Il est traduit par deux termes. Tarafi, c'est le terme qui est utilisé surtout dans la presse. Et INRH, c'est celui qui aurait peut-être la préférence de ses collègues, d'après ce qu'ils m'ont dit, et qu'ils souhaitent mettre sur leur site web. Ce n'est pas encore affiché. Donc, Tarafi, c'est, comment dire, c'est un terme qui renvoie un petit peu à l'idée de guérison, mais aussi revitalisation. Donc, on retrouve peut-être un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et INRH, je pense que c'est aussi, il y a cette idée de la racine de la vie dedans. Bon, voilà. Je ne suis pas un très bon arabophone et on pourra compléter cela, mais ça me paraît intéressant, en tout cas, de voir que ce sont des termes complètement nouveaux, différents de ceux qui étaient utilisés auparavant. Alors, cela dit, le terme recovery, c'est un terme banal en anglais pour tout ce qui concerne les réactions post-catastrophe, tout ce qui concerne la préservation du patrimoine. Vous voyez, j'ai fait 2 copies d'écran là concernant son usage académique. Donc,
c'est pas, d'un point de vue anglophone, ce n'est pas un terme surprenant, bien entendu. Ce qui est simplement intéressant, c'est la manière dont il est utilisé aujourd'hui par les collègues de l'IUB d'une manière très critique. Il s'agit vraiment de critiquer une approche de la reconstruction qui est physique, qui survalorise les bâtiments avec une approche quantitative. Et au contraire, dans les différents documents tout à fait remarquables, hein, d'ailleurs, qui ont été déjà proposés par nos collègues de l'IUB, sont mis en avant la nécessité de dépasser ces approches physiques, la nécessité aussi de dépasser les approches purement humanitaires pour fonder une approche dite holistique de la recovery, centrée sur les gens, sur les habitants, et donc qui devrait aussi passer par une approche participative associant professionnels et habitants. Et les institutions sont d'ailleurs omises, j'allais dire, enfin plus exactement, peut-être exclues, on devrait dire, de cela. Donc, on voit bien que l'usage de ce terme recovery, ce n'est pas simplement une question d'un certain vocabulaire qui est peut-être plus sensible à la vie, etc. C'est vraiment aussi une conception politique différente qui contourne les institutions actuelles, qui contourne aussi des approches classiques de l'urbanisme libanais centrées sur le bâtiment. Alors, deuxième point qui est aussi très intéressant dans la justification du terme recovery par les collègues de l'IUB, c'est donc la question finalement du rapport au temps. Alors d'abord, on peut partir justement quand même des connotations un peu médicales de ces termes, que ce soit en anglais ou en arabe, en se demandant, mais finalement, quelle est la situation de référence que le recovery ou que le INAH ou que le TAFI doit, en quelque sorte, permettre de retrouver cette espèce d'équilibre antérieur. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est peut-être un petit peu paradoxal parce que, en fait, le terme de recovery est envisagé par ses collègues finalement d'une manière beaucoup plus complexe temporellement, non pas par rapport à un point qu'on aurait brièvement perdu à l'occasion d'un événement très brutal comme la destruction du 4 août, mais au fond, l'endommagement en question est beaucoup plus complexe, se traduit par une multitude de processus urbains qui se sont enchaînés sur le temps long, au moins depuis les 30 dernières années. Donc, les conséquences de la guerre civile, le projet solidaire avec tout ce qu'il a changé à la fois en termes de destruction et de démolition du tissu bâti, mais aussi d'introduction finalement de nouvelles approches néolibérales de la ville, avec des politiques de financiarisation, des lois qui ont favorisé la densification. De manière aussi intéressante dans la critique qui est faite et dans l'analyse des mécanismes et des processus qui s'enchevêtrent pour aboutir à cet endommagement, donc qui est un endommagement de longue durée. Il y a aussi une critique, évidemment, des effets de la loi sur la protection des locataires qui ont signé des baux avant 1992. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette critique, c'est qu'il y a une critique de la loi qui dit que cette loi, finalement, a spolié les propriétaires. C'est une loi qui a conduit à opposer les propriétaires et les locataires, qui, du coup, encourage ces derniers à vendre, en tout cas à ne pas entretenir, et donc elle conduit à la destruction du patrimoine. Et donc, j'ai trouvé intéressant que finalement, dans cette réflexion, comment dirais-je, la question du patrimoine et même quelque part la question de la protection sociale des habitants ne soit pas nécessairement complètement priorisée. Et donc, on a une approche finalement très critique de tout un ensemble de processus urbains qui se sont enchaînés dans l'espace depuis 30 ans, qui ont conduit à cette transformation de la ville. Et du coup, j'allais dire que quelque part, on se demande un petit peu
qu'est-ce qu'on veut retrouver, quoi, au fond? Parce qu'on a l'impression que ce passé, qui est un enchaînement de décisions et de politiques aux effets néfastes, n'est effectivement pas du tout en équilibre. Donc voilà, c'est une petite remarque un petit peu étonnée finalement sur qu'est-ce qu'on cherche à réinstaller, quoi, finalement, à rétablir. Alors, bon, voilà, donc je vais m'arrêter, je vais aller plus vite, il faut que je… Le troisième mot qui me paraît intéressant à relever, mais ici c'est une absence, c'est le mot résilience. Dans tous ces débats depuis 2 mois sur la reconstruction, je n'ai pas vu une seule fois, je pense, le terme de résilience, alors que, on le sait bien, durant toute la décennie 2010, c'était un terme qui était extrêmement présent. Donc le mot résilience s'est imposé dans à la fois les études scientifiques, notamment sur la post-catastrophe, mais aussi dans les politiques publiques. On peut penser que ce terme, qui vient au départ de la psychologie, a été, j'allais dire, accoutumé et imposé dans les politiques publiques, notamment à travers les organisations internationales. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce terme a donné lieu à pas mal de critiques de ces dernières années, notamment parce que, quelque part, il implique l'acceptation de la catastrophe, plus que la tentative de l'éviter. Puis d'autre part, il met la responsabilité de la résilience, justement, sur le dos des individus, éventuellement sur le dos des collectifs, un peu des sociétés, mais finalement en déchargeant un petit peu l'État. Et donc, c'est une notion qui a été critiquée par pas mal de personnes au nom du fait qu'elle était plutôt une notion finalement assez néolibérale. Alors, au Liban, la notion a été aussi très critiquée. D'abord, elle était aussi très fortement présente, donc avec une présence notamment dans le contexte de la crise syrienne, mais aussi des crises environnementales. Et il y a eu tout un usage populaire, notamment dans la presse, sur la résilience de la société libanaise. Et puis, évidemment, elle était très présente dans les discours des organisations internationales. Alors, Jamil Mouawad a proposé une analyse critique assez stimulante de ce terme, en soulignant qu'en fait, cette résilience était surtout la résilience des élites, plus que la résilience de la société, la capacité des élites à se maintenir au pouvoir. Et du coup, dans le contexte de l'effondrement du 17 octobre, enfin donc de cette année de protestation et de mobilisation, le terme semble avoir été justement complètement balayé et sa pertinence ne s'impose plus. Et donc voilà, je trouvais quand même intéressant, en contrepoint de l'usage de ces deux termes, recovery et reconstruction, de souligner que résilience avait soudain largement disparu. Mais je peux peut-être me tromper. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, où je voudrais revenir sur cette notion de culture urbanistique que j'ai beaucoup utilisée dans mon travail, et en me demandant quel éclairage elle nous apporte pour prendre les controverses et les débats sur l'actuelle reconstruction, et inversement, peut-être aussi dans quelle mesure ce à quoi nous assistons aujourd'hui permet d'enrichir, de compléter, voire même peut-être de critiquer ce terme. Alors, point de départ, cette notion de culture urbanistique, elle vient, on avait développé tout un programme au CERMOC autrefois avec notamment John Nasser, Taoufik Souami et quelques autres, Elisabeth Longness aussi, et Bish Sanyal avait publié un livre sur la question, et donc là je mets la citation qui le définit, The collective ethos of and dominant attitudes of planners regarding the appropriate role of the state, market forces and civil society in urban, regional and national development. Donc dans le travail de Sanyal, il y a une insistance sur les institutions, les décideurs, les instruments, et avec vraiment une réflexion aussi sur la place de l'urbanisme dans la construction nationale d'un certain nombre de pays. Donc, c'est une approche souvent nationale. Alors, nous, dans notre travail, on avait plutôt insisté sur les dimensions professionnelles qui nous paraissaient très importantes. Quand je dis professionnelles, c'est à la fois les enjeux de formation, mais aussi les enjeux de concurrence, les enjeux d'accès au marché.
pour les urbanistes, ce qui implique évidemment un rapport avec la politique et avec les institutions. Puis l'autre point qui était intéressant, c'était aussi les variations de ces cultures, notamment entre villes, et l'idée que dans certaines villes, il y a une culture de l'urbanisme particulière. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais illustré dans ma thèse. Alors, les critères d'analyse sont largement sur les profils des urbanistes, hein, en termes de formation, mais aussi en termes de manière d'exercer sa profession, plutôt expert, plutôt médiateur, euh, euh, avec aussi une prise en compte de la logique et du cadre de la commande, c'est-à-dire finalement le rapport avec le commanditaire. Et puis, il y avait aussi tout un rapport, toute une série de critères autour des expériences et des références professionnelles partagées. Et là, dans le contexte libanais, avec en particulier ces reconstructions, on voit à quel point c'est important. Et d'une certaine manière, j'ai déjà un petit peu illustré cela avec la continuité du terme Yadat el-Yarma pour la reconstruction. Alors, dans le contexte libanais, j'avais défini plusieurs types de cultures urbanistiques et en m'appuyant aussi sur des travaux plus récents, j'ai été conduit à compléter un tout petit peu ma typologie, mais je vais vous présenter justement cette typologie. Donc, la culture étatique de l'urbanisme, eh bien, elle est au Liban très fortement marquée par l'héritage chéabiste, avec cette question à la fois de construction nationale et de développement. Le mot-clé qui est mis en avant par les acteurs professionnels ou politiques de cette culture étatique de l'urbanisme, c'est l'idée d'intérêt général, avec l'idée qu'il faut lutter contre la spéculation, contre les propriétaires abusifs. Les porteurs de cette culture de l'urbanisme se considèrent comme des experts, ils sont détenteurs d'un savoir à valeur scientifique, ce sont souvent ou des architectes ou des ingénieurs, et l'outil principal d'action, c'est le plan. Le plan directeur. Alors, la deuxième culture, c'est celle que j'appelle la culture néolibérale. Évidemment, elle s'inscrit, elle émerge complètement à la fin de la guerre civile avec le projet solidaire et les projets haririens plus largement. Elle valorise l'association avec le secteur privé, elle critique des institutions publiques considérées comme corrompues ou à tout le moins inefficaces. Et parmi les instruments qui sont proposés, eh bien, nous avons justement des logiques de financiarisation, de déréglementation aussi, ou de flexibilisation. Les travaux de Mona Fawaz ont largement illustré ces différents points, notamment tout ce qui concerne la flexibilisation du droit foncier. Alors, troisième type de culture professionnelle de culture urbanistique, c'est une culture que j'appellerais une culture partisane, où l'urbanisme est vu comme un instrument d'action sur le peuplement. En fait, c'est un instrument qui permet de construire ou de solidifier un peuplement, donc sur un territoire, avec évidemment une logique principalement confessionnelle. Dans cette culture, l'institution centrale, c'est la municipalité. Donc, dans le contexte de l'après-guerre libanaise, les municipalités ont effectivement repris un pouvoir important et sont vues dans toute une série de travaux récents comme des acteurs importants en lien avec justement des partis politiques qui eux-mêmes sont inscrits sur des territoires et autour de la défense de certaines communautés. Donc, je pense au livre récent de Iba Bouakar ou au livre de John Nuccio, Everyday Sectarianism, qui porte sur Borja Mood. Mais de manière un peu plus ancienne, on peut aussi penser au livre de Mona Harb sur le Hezbollah et la ville, les travaux sur la reconstruction de Ouad en 2006 par notamment le collectif dirigé par Oueda Al-Rissi, mais aussi travaux de Jihad Farah. Donc,
je crois que c'est intéressant de réfléchir à cette culture partisane de l'urbanisme parce que justement, c'est quelque chose d'assez différent de la culture étatique et de la culture néolibérale de l'urbanisme, pour moi. Ce sont des… et à mon avis, c'est quelque chose qui est né, qui n'existait pas, enfin, dans les années 50, 60, 70, quand j'ai travaillé sur les archives de la naissance de l'urbanisme au Liban, ou même à l'époque des Cochards, cette idée de l'urbanisme comme une manière de construire, j'allais dire, des bastions communautaires, hein, n'existait pas. Alors qu'en France, par exemple, le Parti communiste était un parti qui s'inscrivait sur des territoires à travers des politiques de logements sociaux, d'attribution de logements, etc. Donc, je trouve que cela a émergé au Liban dans le contexte de la guerre civile et après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça fait partie, et je crois que c'est d'ailleurs un des aspects de la thèse de Iba Boubacar ou de John Nuccio, il y a une invention quelque part d'un urbanisme confessionnaliste, si je puis dire, donc sectarian urbanism d'une certaine manière, qui, à un moment donné, va être saisi par des acteurs politiques, partisans, pour conforter leurs ancrages, leurs gains territoriaux, etc. Donc, ce n'est pas justement de toute éternité. Et je trouve que ça, c'est un point important quand on parle des questions de confession dans le contexte libanais. Alors, quatrième type de culture de l'urbanisme, c'est quelque chose que je ne connaissais pas bien, mais des collègues comme Jihad Farah ou Mona Harb ont attiré mon attention dessus. C'est ce qu'on pourrait appeler la culture des organisations internationales, en particulier dans le contexte de la crise syrienne. De nombreuses institutions, notamment des Nations Unies, en tandem avec des organisations non gouvernementales et sur des financements internationaux, eh bien, développent des approches de développement ou des approches humanitaires. Et c'est assez intéressant parce que c'est effectivement une culture, j'allais dire, de l'urbanisme au sens large, hein, qui intervient. On construit des camps, on construit des formes des systèmes de peuplement, on améliore des infrastructures, etc., d'une manière souvent assez sectorielle d'ailleurs, qui est complètement différente des projets d'urbanisme qui pouvaient exister auparavant. Et qui effectivement se passe en grande partie en dehors du regard des institutions étatiques qui simplement disent « Ok, allez-y, prenez ce village. » Et puis voilà. Alors, dernier type de culture qui a aussi fortement émergé, je dirais, sur les 10-15 dernières années, c'est une culture de l'activisme urbain qui est en lien avec l'affirmation du droit à la ville, c'est-à-dire du droit des citadins de décider de l'utilisation de leur espace et de l'aménagement de leur espace, qui insiste aussi beaucoup sur donc, les enjeux sociaux, de logement, mais aussi les enjeux environnementaux, et qui conduit à prendre en compte les citadins marginalisés. Cette culture de l'activisme urbain, elle passe beaucoup par des registres d'action qui valorisent les luttes urbaines, la mobilisation, soit dans des manifestations, soit dans des projets concrets, avec des formes de participation, de co-design. Et au Liban, ça s'est particulièrement manifesté depuis 2006, en particulier dans la réaction à 2006, avec toute une série d'initiatives, souvent à l'échelle de villages dans le sud, puis avec Nahr el-Bared dans le nord, qui ont conduit à des luttes pour l'espace public, contre le bétonnage du littoral, et qui ont aussi conduit à donc des politiques de reconstruction localisées en association avec les habitants. Et on sait bien que ce mouvement, finalement, a formé une base sur laquelle se sont développées de puissantes contestations politiques, que ce soit en 2015 le mouvement Youth Think, ou plus tard, l'année d'après, c'est-à-dire l'engagement dans la campagne électorale de Beyrouth Madinati, j'en reparlerai. Donc, voilà, tout ceci montre que on a finalement différentes manières d'envisager l'action sur la ville, l'urbanisme, depuis l'urbanisme classique, j'allais dire, jusqu'à des formes tout à fait différentes et nouvelles d'intervention sur l'espace urbain. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de passer en revue
chacune de ces formes au prisme de ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de voir si elles bougent un petit peu dans le contexte actuel ou pas. Alors, tout d'abord, concernant l'urbanisme, j'allais dire, étatique, je me demande si la question de la préservation du patrimoine ne devient pas finalement la dernière justification, la dernière raison de vivre d'une culture étatique de l'urbanisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le patrimoine, qui en fait au Liban est une préoccupation relativement récente, le patrimoine est devenu un objet de préoccupation urbanistique, en particulier en 1977, dans le premier plan de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, où des gens comme Hassem Salam l'ont véritablement mis en avant, et ça correspond d'ailleurs à des transformations dans l'urbanisme international aussi, de retour vers les centres-villes. Et mais en quelque sorte, dans ce contexte de 1977, il y avait toute une logique de modernisation qui allait avec. Or, aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai l'impression que pour les tenants de cette culture, de ce que j'appelle la culture étatique de l'urbanisme, le patrimoine, c'est finalement le dernier combat, c'est la dernière chose qui donne corps et qui fait tenir ensemble ces acteurs, mais avec pas mal de tensions et de contradictions. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, comment prendre en compte l'évolution des usages et les contradictions entre la préservation des bâtiments et l'absence de moyens des propriétaires. Et d'une certaine manière, certaines des pistes qui sont envisagées conduisent un peu à dénaturer ce projet étatique. Par exemple, la proposition d'organiser des échanges de COS, donc un échange de valeurs foncières virtuelles, finalement, pour moi, correspond à une forme de contamination de cet urbanisme étatique par la culture néolibérale. Enfin, en tout cas, je pense qu'on peut le lire comme cela. Et par ailleurs, c'était assez intéressant d'entendre M. Rifai la semaine dernière évoquer ce projet en disant oui, attention, parce que le problème, c'est est-ce qu'on va donner, est-ce qu'on va pouvoir transférer assez de COS, autant de COS chrétiens que musulmans, etc. Et donc, on voit aussi que c'est pris en compte, c'est pris en quelque sorte dans un cadrage aussi par l'urbanisme partisan confessionnel. Alors, dans ce contexte-là, bien sûr, on pourrait dire qu'à côté du patrimoine, il y a d'autres enjeux qui sont mis en avant par les tenants de cette culture urbanistique. Ils évoquent justement dans le document de la déclaration urbaine de Beyrouth la nécessité de repenser les relations entre le port et la ville, déplacer EDL, qui obstrue en quelque sorte le quartier de Gemaizé et de Marc Michael, améliorer les transports, etc. Mais bon, on a un peu l'impression que tout cela, ce sont des vœux pieux, sans avoir du tout les moyens de les mettre en œuvre. Donc, une sorte de rhétorique qui n'est pas terriblement convaincante, quoi. Voilà. Donc, deuxième élément, donc deuxième point de réflexion, est-ce que ce chantier de reconstruction nous conduit à un risque d'extension de ce que j'appelle donc la culture néolibérale de l'urbanisme? C'est un point qui est fortement mis en avant, notamment par les collègues de l'EUB, qui évoquent d'un nouveau solidaire. Pour moi, je dirais que c'est un scénario qui est très improbable. En fait, aujourd'hui, justement, Solidaire apparaît véritablement comme un anti-modèle. C'est un très grand rejet, non seulement des activistes, évidemment, mais qui ont montré qu'ils avaient aussi les moyens de lutter sur le plan juridique, etc. Mais aussi, je pense, de beaucoup d'habitants de Beyrouth, ce projet de Solidaire est aujourd'hui devenu très impopulaire. Puis je dirais surtout que le principal obstacle à créer en quelque sorte un nouveau solidaire sur les quartiers de Gemaizé et d'Achrafiyeh, ce serait Solidaire eux-mêmes, qui ont encore la moitié ou un peu plus de leur surface à vendre. Ils n'ont certainement pas envie d'avoir un concurrent qui viendrait, comment dire, voilà, essayer d'occuper une place sur ce marché. Donc, moi, je ne suis pas très convaincu que l'on va vers une forme organisée d'approche néolibérale de l'urbanisme, surtout que voilà, le niveau de la vacance
c'est-à-dire des appartements vides, a atteint un niveau très, très important dans Beyrouth. Alors, bien sûr, c'est une forme de spéculation, c'est une forme de placement immobilier, mais en même temps, à un moment donné, qui voudrait mettre de l'argent dans un projet, dans un pays dont les banques sont fermées? Bon, bref, ça me paraît complètement, ça me paraît complètement hypothétique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, des promoteurs qui rachètent des terrains où il y a des vieilles maisons cassées, mais il ne me semble pas qu'on est dans une extension de cette logique néolibérale de l'urbanisme. Alors, troisième point, est-ce que cette situation peut être un moment ou un contexte favorable à une extension de cette logique de la culture partisane de l'urbanisme? Alors, c'est vrai qu'on a assisté dans les premiers mois d'après la reconstruction à des pratiques clientélistes sur le terrain, notamment organisées les forces libanaises ou différents autres partis politiques. Donc, certes, il y a des enjeux de soutien à la population pour garder la fidélité des votes, ça c'est vrai. Mais par ailleurs, d'autres éléments me paraissent aller dans le sens contraire. Il me semble que Beyrouth, en particulier, à Beyrouth, il y a un décalage très particulier entre les lieux de vote et les lieux d'habitat. Il y a une grande faiblesse de la participation électorale. Hein. Les dernières élections, le taux de participation électorale, c'était de 20%, beaucoup moins que dans la plupart des autres communes du Liban, pour tout un tas de raisons. Mais je dirais que d'une certaine manière, il me semble qu'à Beyrouth, voilà, d'abord, les partis sont beaucoup moins puissants, moins ancrés que dans d'autres régions du Liban, en particulier évidemment la banlieue sud ou même Borjamoud juste à côté. Il y a il y a moins d'enjeux, me semble-t-il, autour des questions d'habitat, au sens où il pourrait y avoir une défense de l'habitat par des partis politiques. Les logiques de marché sont en fait beaucoup plus importantes qu'ailleurs, où ailleurs les dimensions familiales, claniques de la détention du foncier sont plus fortes et donc permettent de mieux peser sur le contrôle finalement de cet habitat. Bref, pour moi, je pense que le contexte actuel, à la fois en raison de la relative faiblesse des partis politiques sur place et pour ces raisons de base électorale difficile à mobiliser, on n'est pas du tout dans un contexte favorable pour le développement d'une culture municipale de l'urbanisme. Alors, quatrième point, est-ce qu'on est dans un contexte qui va permettre le développement du domaine d'action des organisations internationales, des organisations non gouvernementales internationales? Bon, j'avais préparé mon document avant le papier qui est sorti hier de Mona Fawaz et Mona Harb, justement sur ce sujet, où elle parle d'une Lebanon becoming another republic of the NGOs. Et elles analysent très très bien cette situation, sur laquelle je ne veux pas entrer en détail, mais effectivement, il y a eu une sorte de déplacement de l'aide aux réfugiés à l'aide aux habitants, avec une grande réactivité, mais sans qu'on sache très bien d'ailleurs quelles sont les visions de développement de ces organisations internationales et des bailleurs de fonds derrière eux. Cette action urbanistique est complètement sous perfusion financière internationale, même si c'est insuffisant. Et donc, même s'il y a beaucoup de cadres libanais au sein de ces ONG, ça échappe complètement je dirais d'une certaine manière, à un cadrage local. Et puis, l'autre point, c'est qu'en fait, toutes ces ONG sont en concurrence pour la manne financière qui circule. Et donc, ça pose évidemment des problèmes de coordination assez importants. Donc, oui, cette culture existe, cette culture, par défaut, prospère, mais elle est peu porteuse, à mon sens, par elle-même, d'espoir. Alors, quelles sont les possibilités, finalement, pour l'urbanisme activiste ? Eh bien, je voudrais d'abord rappeler que les quartiers où on se trouve ont constitué une base sociologique très forte pour Beyrouth Madinati. 60%, bon,
Encore une fois, le vote était à 20%. Le taux de vote, le taux de participation au vote aux dernières élections, c'était 20%, donc ce n'est pas beaucoup. On ne sait pas très bien qui sont les autres habitants qui ne votent pas. Mais Beyrouth Madinati a gagné dans ce contexte 60% des voix, alors que je vous rappelle que dans le reste de la ville, sa moyenne s'établissait à 30%. Donc, effectivement, une base sociologique forte. Alors, par ailleurs, ces quartiers sont aussi les quartiers, étaient en tout cas les quartiers de la fête. Il y avait la construction d'une citadinité pour une certaine jeunesse, hein, que la thèse de Marie Bonte avait bien éclairée. Même si peut-être que justement, c'est un peu l'envers de Beyrouth Madinati, cet espace de la fête et des loisirs, c'est peut-être aussi un espace de la dépolitisation et parmi cette jeunesse, une grande partie est en train, semble-t-il, de choisir les routes de l'exil, donc pas forcément de pouvoir alimenter le potentiel contestataire de Beyrouth Madinati ou des mouvements qui lui succéderaient. Alors, dans ce contexte, évidemment, on doit compter aussi le renfort des syndicats et des universités, parce que si j'ai analysé la déclaration urbaine de Beyrouth comme finalement, d'une certaine manière, héritière d'un esprit de l'urbanisme étatique, en même temps, beaucoup de ces acteurs sont des militants, sont très présents sur le terrain. Évidemment, les gens de l'EUB sont aussi, à leur échelle, très présents sur le terrain. Donc, les universitaires ne font pas à eux seuls les révolutions, c'est bien évident, mais ils nourrissent intellectuellement ces mouvements à défaut de pouvoir les coordonner politiquement. Alors, du coup, ce sera intéressant de demander quelles expérimentations, quels projets participatifs sont menés. Et aussi, parce qu'il me semble que pour changer d'échelle, un des enjeux, ce sera la question des alliances avec des organisations non gouvernementales internationales. Y aura-t-il la capacité d'une montée en échelle autour des thèmes promus par l'urbanisme activiste? Donc là, ça fait vraiment partie des questions. Alors, pour conclure, je voudrais terminer sur un point qui a beaucoup attiré mon attention ces derniers jours, en particulier en écoutant une intervention de Mona Harb à l'université Cornell, où elle mettait en évidence le rôle finalement très important que l'armée est en train de jouer dans les processus actuels, notamment un texte qui est celui d'un état d'urgence, et donc avec une armée très qui contrôle les mouvements et qui aussi joue un rôle important de coordination de l'action des différentes ONG qui répartissent les territoires d'intervention, etc. Alors, j'ai été très intéressé par ce point et en me faisant la réflexion que c'était très nouveau finalement dans le contexte libanais, même si j'ai trouvé deux antécédents. Alors, un premier antécédent me paraît être la reconstruction en fait, de 1982-84 sous la présidence d'Amin Gemayel. Amin Gemayel qui, à l'époque, se veut un président technocrate et qui place la reconstruction au centre de ses préoccupations. Et il s'appuie aussi sur l'armée libanaise. Et surtout, l'armée libanaise va au clash dans la mise en œuvre de certains aspects, de certains programmes de reconstruction, ou plus exactement là, de modernisation et de lutte contre les bidonvilles dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc là, vous avez une image de Amin Gemayel justement visitant la banlieue sud de Beyrouth, que j'avais trouvée dans les archives. C'est assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs militaires dans les gens qui l'entourent. Le problème, c'est qu'en 1984, cette intervention tourne à l'affrontement avec Amal et conduit à ce qu'on a appelé l'intifada de la banlieue sud. Et en gros, concrètement, l'armée se fait chasser de la banlieue sud. Mais donc là, c'est un volet, on va dire, c'est un urbanisme finalement partisan, et c'est ça qui fait que cette opération ne fonctionne pas. Et donc là, on voyait l'armée impliquée finalement dans des logiques urbanistiques, plus ou moins de reconstruction, plutôt de destruction. Mais on sait très bien que destruction et reconstruction vont complètement ensemble, surtout dans le contexte libanais. Deuxième antécédent notable, 2007, la destruction et la reconstruction de Nar el-Bared, où l'armée libanaise a joué un rôle majeur. Donc, il y a eu quelques travaux, mais qui ne sont pas tellement connus,
notamment Ismail Cherhassan. Et je crois que c'est intéressant de rappeler quand même ce contexte. C'est à la suite des combats très violents et surtout du nettoyage et du pillage même très violent de ce camp de Nar el-Bared que Michel Sleiman, alors le général en chef de l'armée, va accéder à la présidence de la République et il capitalise complètement sur cette victoire avec un discours de stigmatisation très fort des Palestiniens, alors même que les habitants de ce camp n'étaient pas véritablement solidaires de Fatah al-Islam. Certains commentateurs ont même parlé d'urbicide à propos de la manière dont l'armée était intervenue dans cette région. Il y a un auteur qui s'appelle Adam Radamadan qui a écrit là-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet de reconstruction qui s'est ensuite développé, assez péniblement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est toujours pas terminé, il n'y a que la moitié à peu près des logements qui ont été reconstruits. Ce projet de reconstruction se fait vraiment sous l'égide de l'armée, au nom de l'extension de la souveraineté étatique sur les camps palestiniens, avec une très grande préoccupation pour les questions sécuritaires, la volonté de contrôler le camp palestinien et les allées-venues des habitants. Et malgré quelques concessions par rapport à un projet très moderniste, finalement, qui ont permis de reconstruire des immeubles et des logements correspondant aux aspirations des habitants. Le projet a été tout le temps bloqué par les interventions de l'armée libanaise. Et donc finalement, c'est une expérience qui n'a pas porté ses fruits, en tout cas pour répondre aux besoins des habitants. Alors, du coup, ça nous conduit à nous interroger, ces deux expériences, sur voilà, l'armée urbaniste aujourd'hui, l'armée du Liban, l'armée libanaise urbaniste, quels sont les enjeux? Alors, évidemment, il y a un premier enjeu qui a déjà été bien mis en avant par différentes personnes, qui concerne la surveillance des activistes, mais aussi la surveillance des indésirables, les réfugiés en particulier, sans doute aussi les squatteurs. Et à cela, je voudrais ajouter deux réflexions, en particulier le fait que l'armée a été vue très largement comme une des rares institutions libanaises qui arrivait encore un petit peu à faire du national, finalement, de l'unité, malgré ces divisions d'abord en différentes branches et évidemment, du coup, avec des obédiences confessionnelles particulières. Mais malgré tout, un des points qui faisait l'unité de l'armée, c'est aussi qu'elle apparaissait comme une institution d'ascension sociale possible pour des Libanais, notamment des régions marginalisées. Ce mécanisme semble aujourd'hui fortement fragilisé par la crise économique en cours du Liban. Et du coup, je me demande si ce n'est pas à la lumière de cette fragilisation qu'on peut aussi essayer de s'interroger sur ce que va être l'intervention de l'armée. Pour être très clair, est-ce que l'armée va se saisir de cette reconstruction avec tous les flux d'argent qui vont circuler comme une ressource finalement où un certain nombre d'officiers pourraient justement peut-être capter des rentes, quelque sorte des rentes compensatoires. Et ceci n'est pas exclusif de deuxième hypothèse, du fait que voilà, les factions qui sont à l'intérieur de l'armée pourraient, à travers l'armée et à travers ses officiers, essayer aussi de mettre la main sur des flux financiers leur permettant de compenser leurs pertes par ailleurs. Donc, je pense que cette question de l'armée urbaniste est une question très, très intéressante, très nouvelle dans le contexte libanais, pas facile certainement à approcher, mais qui pose des questions. Et alors, est-ce que le Liban se dirige vers un schéma à l'égyptienne ou à l'algérienne ou à la syrienne, avec une armée voilà, au centre de l'économie politique du pays? Ça fait partie peut-être des questions qu'on peut se poser en regardant ce contexte. Terminé, voilà, j'ai essayé dans cette intervention de mettre un petit peu à l'épreuve mon cadre d'analyse des cultures urbanistiques. Il y a un certain nombre d'ajustements qui apparaissent nécessaires. Je pense qu'on perçoit, évidemment, ce qu'on perçoit, c'est voilà, le déclin de cet urbanisme d'État qui va de pair avec
et de cet État qui est complètement perverti utilisé par des logiques confessionnelles et prédatrices. Mais je ne suis pas sûr donc, que ça donne lieu à une spéculation organisée. Il est possible qu'on ait la persistance de pratiques spéculatives anarchiques, hein, mais plutôt dans un cadre, à mon avis, qui ne sera pas un nouveau solidaire en tout cas. On a évidemment une place croissante de cet urbanisme non étatique, que ce soit via les ONG ou peut-être, mais ça reste à démontrer par les mouvements activistes. Et puis la question des acteurs de la sécurité me paraît intéressante à suivre. Au total, je n'écarte pas du tout le risque d'une paralysie assez grave, enfin en tout cas d'un long atermoiement de ces processus de reconstruction dans ces quartiers de Beyrouth qui étaient si vivants. C'est évidemment un grand sujet d'inquiétude. Alors, juste pour terminer, je dirais que si on s'intéresse, enfin, ce que montre aussi ma communication, c'est la nécessité vraiment de changer de focale et d'objet quand on s'intéresse à l'urbanisme et à la reconstruction au Liban. Il faut vraiment passer des plans à d'autres objets de recherche, donc des modes de contrôle sur les habitants, sur les investisseurs, sur les acteurs qui interviennent. Il faut s'intéresser aux instruments, il faut s'intéresser au financement. Hein. Donc, quelque part, c'est pour la recherche en urbanisme aussi, sans doute, un certain changement de paradigme. Ce ne sont plus les plans qui doivent évidemment guider nos investigations. Voilà, donc j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. J'ouvre le débat avec vous en espérant qu'il y aura beaucoup de questions. Eh bien, merci beaucoup, Eric, pour cette communication très riche et très dense. Hein, donc, on peut retenir quelques points. Je trouve que ce qui est d'abord tout à fait intéressant, et tu l'as rappelé, c'est toute cette question de la terminologie. Et effectivement, Beyrouth a été malheureusement confrontée dans son histoire récente à de nombreuses opérations de reconstruction, de rénovation urbaine, de reconfiguration spatiale. Et on a beaucoup d'exemples ici, malheureusement, et les différents conflits que la ville a subis ces dernières années, ces dernières décennies, ont amené à de nombreuses opérations urbaines. Et c'est vrai qu'elles se sont toutes inscrites dans des logiques relativement différentes. Et certainement qu'il y a des effets sur le long terme qui se construisent, et puis d'autres, certainement, qui émergent à chacune des crises avec des acteurs particuliers. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important à noter. On ne part pas de rien à Beyrouth. Alors, il y a des inquiétudes, évidemment, parce qu'il y a des expériences passées qui se sont soldées par des échecs. Mais bon, voilà, la question aujourd'hui, c'est quel modèle, au final, ce que tu décris ensuite, quel modèle et comment, quel modèle avec quels acteurs. Et ça, je crois que c'est une question qui vraiment est au cœur de la réflexion ici, parce que c'est vrai que cet urbanisme très centré sur les bâtiments, et on la voit, la rapidité de la réponse sur les questions patrimoniales contraste en fait avec la lenteur ou l'absence de réelle coordination ou vision des contextes socio-économiques dans lesquels interviennent ces rénovations. Et là, on a un contraste extrêmement important. On le voit même de la part des bailleurs internationaux. Donc, on a quelque chose ici qui est très contrasté, avec une demande très forte de la part de certains acteurs de la société civile et certains acteurs politiques de la prise en compte de cette dimension, et puis une réponse extrêmement normée, au final, autour des questions patrimoniales. Et on a là quelque chose de relativement intéressant, de voir qu'au final, on en revient toujours un peu à ce débat-là, et si on arrivait à tenir les deux de front, je pense qu'on aurait des réponses qui seraient beaucoup plus intéressantes. Et puis la remarque que tu faisais sur l'armée à la fin est tout à fait notable. Bon, moi, je n'étais pas là au mois d'août au moment de l'explosion, mais je suis arrivé fin août ici, et ce que disent en tout cas un certain nombre de personnes qui ont travaillé dans ces espaces ou qui y vivent, c'est que le quasi unique acteur étatique public qui intervient, c'est l'armée, en fait. Donc on a vraiment ici un acteur qui se substitue à l'État, et du coup c'est vraiment une véritable question, parce qu'évidemment l'armée, quand elle intervient avec un point de vue d'une armée,
et non pas celle d'un acteur public comme pourrait l'être la Direction générale de l'urbanisme, le ministère des Affaires sociales ou d'autres acteurs publics, ou même la municipalité, qui effectivement étaient manifestement très, très en retrait sur ces logiques. Donc vraiment, merci pour avoir rebrassé l'ensemble de ces éléments et redonné un peu des cadres et des perspectives et replacer ça dans un contexte historique et dans le contexte évidemment des acteurs sur lesquels tu as beaucoup travaillé. Et donc, on va laisser la parole maintenant à la salle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais laisser du coup Taos qui a la main sur les interventions reprendre et distribuer du coup la parole. N'hésitez pas à mettre vos caméras pour quand vous parlez, s'il vous plaît. Oui, je crois que Jo a levé la main et a une question. Je ne sais pas si vous pouvez réactiver votre... Bonjour Eric et d'autres amis, personnes que je ne connais pas. Donc, j'appelle de Toronto. Eric, on a eu plusieurs conversations autour de ça durant les dernières semaines. Donc, super présentation ici. Je voudrais juste revenir sur une approche. Donc, tu as parlé une belle analyse des termes et tout ça autour de reconstruction, mais la reconstruction, le de reconstruction, recovery et tout ça, mais une analyse parallèle sur les destructions serait primordiale pour mettre en contexte toute compréhension de reconstruction même et de ces différentes approches. Parce que la vision par rapport à ce qui est détruit, les termes utilisés, c'est pas quelque chose de neutre, comme tu sais. Je connais d'expériences passées, de beaucoup de contextes. C'est un outil. Il faut dire que quelque chose est complètement détruit pour pouvoir libérer le sol, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si on utilise un autre terme, ça limite les possibilités. Donc, le poids de la vision de la destruction comme parallèle, je ne sais pas si tu voudrais dire quelques mots autour de ça, ou si tu as creusé aussi un peu les termes en arabe, entre autres, par exemple, de la description de l'état des choses comme préalable pour se permettre des changements, que ce soit recovery ou reconstruction ou autre. Merci. Oui, alors merci beaucoup Joe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Joe et moi avons pas mal travaillé ensemble sur ces questions-là. On a écrit sur la reconstruction ou les reconstructions justement de Beyrouth. Et Joe a aussi une grande expérience d'analyse des reconstructions européennes. Donc c'est aussi à partir de cette casquette qu'il dit cela. Alors bien que tu m'aies fait cette remarque que je trouve très, très pertinente, j'avoue que je n'ai pas creusé dans cette direction. Il y a quelques documents qui ont été publiés, notamment par l'Ordre des ingénieurs et architectes, qui montrent les différents niveaux de destruction par parcelle et avec effectivement des contrastes très grands. Disons, ce qu'on peut noter, c'est que les destructions complètes, c'est-à-dire se limitent à quelques dizaines d'unités. Les endommagements sévères se limitent représentent quelques centaines d'unités. Je n'ai plus le titre, je crois qu'il y a 600 immeubles patrimoniaux fortement touchés et peut-être 1000 en tout en prenant en compte les plus récents. Alors que l'ensemble des immeubles touchés, on a parlé au départ il y a 6000 dans la zone de basse, c'est-à-dire sur le versant de Gemaizeh, Marc Mikhaïl, etc. Et 8000 peut-être, ou un peu plus dans Beyrouth, et en allant jusqu'à Borjamoud, etc. Donc il y a effectivement différents niveaux d'endommagement. Et évidemment, je crois que ça détermine une situation qui est quand même assez différente des autres reconstructions que l'on a connues au Liban. Deuxième point, bon, alors,
il faudrait aller plus loin. J'avoue que à part les cartes de l'ordre des ingénieurs, je n'ai pas consulté de documents là-dessus. Non, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est aussi que les collègues de l'EUB ont aussi introduit plusieurs nuances, enfin plusieurs concepts pour analyser aussi les formes de transformation de ces espaces urbains avant la destruction, en proposant 3 concepts différents. Donc il y a d'un côté la gentrification comme processus se traduisant principalement par le départ plus ou moins forcé des habitants les plus pauvres et leur remplacement par des catégories plus aisées. Donc, c'est un mécanisme qui a été à l'œuvre, évidemment, dans Solidaire. Mais ce qui est intéressant, et puis qui donc s'est étendu, on le sait, dans les quartiers comme Gemaizé ou Mar-Mikhaël aujourd'hui, et ailleurs, dans Ashrafi, et puis évidemment dans d'autres quartiers, hein, de Al-Blat, etc. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est le fait qu'elles font coexister la notion de gentrification, qui est parfois vue comme l'unique entrée, avec la notion d'abandon, et notamment des parcelles ruinées, abandonnées, rachetées par des promoteurs, mais en attente de transformation, et puis des constructions qui ont eu lieu, mais qui sont en grande partie vacantes. Hein, et elles ont publié des travaux, des chiffres sur tout cela, ça me paraît assez intéressant de distinguer ces 3 notions. Donc là, c'est pas tellement... il y a un peu au niveau de la forme physique, mais c'est aussi au niveau de l'occupation on se situe dans des temporalités différentes. Et je pense que ça pèse sur les transformations en cours. Et je pense que là aussi, et je crois d'ailleurs qu'elles le font dans leur argument sur l'enjeu de la recovery, c'est-à-dire comment gérer ces processus qui sont de nature différente. C'est-à-dire qu'il y a des tours dans lesquelles il y a 50 ou 60% d'appartements qui sont vides, qui se sont incrustés dans les tissus urbains de Beyrouth. Il y a des tas d'endroits où des parcelles ont été abandonnées ou sont transformées en parking, mais sont en attente. Et à côté de ça, il y a de la nature du quartier. Et donc, c'est intéressant aussi de penser les enjeux de la reconstruction actuelle par rapport à ces 3 types de pratiques et d'attitudes de la part des habitants. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres… Je vois Georges Arbide, non? Hello Eric et tout le monde. Hello. Je peux y aller? Fadal. Ok, merci pour ta présentation. Bon, quelques commentaires. J'ai mis des notes ici sur la question de la résilience, donc le mot résilience qui a disparu. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que depuis la Révolution, les victimes ont un nom. Et c'est-à-dire que ici, par exemple, si tu observes tous les films et tous les clips, tous les reportages et tout ça qui parlent des victimes, que ce soit des victimes dans leur corps ou des victimes dans leur logis et tout ça, pour la première fois, je crois, les victimes ont des noms. Et ça a à voir avec la Révolution. Ça a à voir avec le fait que le citoyen, maintenant, revendique même pas à ce qu'on le nomme comme victime et qu'on trouve le coupable. Et ça, pendant la guerre, c'était pratiquement impossible. Et après la guerre, on nous a parlé de centre-ville et de complications légales et de complications de propriété, mais on n'avait pas de visage et de nom. Donc, cette résilience, cette chose a disparu, je pense, à cause précisément du fait que le coup est tellement fort qu'il n'y a plus aucun héroïsme à la résilience. Et tout ce mythe du phénix qui renaît de ses cendres, moi j'ai écrit quelque part qu'il renaît, mais il renaît sans mémoire, et il renaît toujours au profit des mêmes. Et c'est un peu ça que tu as dit, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est des gens qui profitent de cette idée de la résilience. Maintenant, après ton exposé,
je pense qu'on peut se demander que permet la condition actuelle, qu'elle soit politique, confessionnelle, professionnelle, et que permettent les instruments qui existent, mais aussi que peut faire la marge ou la pratique non officielle. Je pense que les limites sont énormes pour la marge. Cette idée d'urbanisme des ONG ou d'urbanisme des académiciens, pour moi, c'est très intéressant sur le papier, mais ça ne fera pas d'urbanisme. Et pour la question de l'armée, je serais très étonné qu'on donne un rôle à l'armée. Moi, j'ai suivi toute cette affaire depuis le début et il était très clair que beaucoup de vautours sont entrés, que ce soit des ONG ou des vrais vautours du vol, pratiquement du vol. Il faut que tu saches que beaucoup de bois, par exemple, a été volé des appartements, à part les affaires des gens. Il a été volé, pratiquement volé des appartements. Beaucoup de gens avaient mis leurs menuiseries en bois de trône et de cèdre de côté en attendant que les menuisiers viennent les réparer. Et tout d'un coup, tout a disparu. Et il y a aussi beaucoup de charlatans qui sont arrivés sur les lieux, des charlatans ONG, des charlatans de foreman ou de gens qui prétendaient venir en aide et qui ont remplacé des magnifiques fenêtres par de l'aluminium de troisième catégorie. Et aussi, il y avait aussi des tas de gens qui étaient dans les rues, qui pratiquement empêchaient le travail de se faire. Et c'est pour ça que l'armée, on a demandé à l'armée de s'en occuper. Et tout ce que l'armée a fait, c'était d'essayer un peu de réguler tout ça, de ne pas permettre que les gens entrent là où ils voulaient sans la permission des propriétaires ou sans de papier identitaire et tout ça. Et donc ça, c'était, je pense, tout à fait normal. Maintenant, de là à crier avec un peu de paranoïa excessive au fait que l'armée, comme tu l'as cité, un peu, on est dans le cas égyptien ou syrien, où l'armée, en fait, devient entrepreneur, elle devient promoteur, elle devient machin. Je serais très étonné. Je pense que l'armée a d'autres chats à fouetter. Il faut qu'elle arrive à s'en sortir déjà avec ce qu'elle a sur la planche. Ça m'étonnerait beaucoup. Le cas de Nahar el-Bared est très différent. Évidemment, on connaît les enjeux, surtout politiques plutôt que sécuritaires. Je ne pense pas que Nahar el-Bared, après les batailles, avait un quelconque enjeu sécuritaire. Mais évidemment, il fallait du moins pour ce qui concerne l'image de l'armée, montrer que tout était sous contrôle et machin. Ici, je ne pense pas que ça soit le cas. Voilà. Maintenant, pour la question de la participation, la question de l'exclusion des autorités de la participation, je pense aussi qu'il y a un peu d'injustice qui est faite. Je ne ferai pas la défense des autorités, certainement. Je suis tout à fait conscient de l'échec de notre État, de notre système. Mais je pense que, par exemple, la direction des antiquités, elle fait ce qu'elle peut. Donc, avec les outils qu'elle a, on ne peut pas demander à la direction des antiquités, parce que j'ai bien vu que, malheureusement, je n'ai pas assisté à la présentation de Khaled Rifai, mais comme c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup à la direction des antiquités, parce qu'il se fait que je suis dans le comité, comité du patrimoine et machin, et je vois que les gens qui sont là se démènent comme ils peuvent avec les instruments qu'ils ont. On ne peut pas leur demander d'aller s'occuper, tu sais, de la question du patrimoine intangible ou bien de ce qui se passe dans les rues. Ils ont déjà de la peine à préserver ou à conserver ou à empêcher la destruction de quelques bâtiments qui sont sur la liste. Et il n'y a pas d'inventaire complet et bien entendu, le reste donc, il faut être quand même, je crois, objectif. Maintenant, oui, les ONG, le Urban Lab et d'autres personnes qui travaillent sur le terrain, maintenant le World Monument Fund s'en mêle, l'UNESCO est intéressé et tout ça. D'accord, il peut y avoir une nouvelle politique qui met en valeur autre chose que la pierre et le béton, ça c'est clair, et il le faut, bien entendu, mais que des antiquités soient qualifiées ou que ça soit son rôle pour le moment. Voilà, je te remercie. Non, mais merci beaucoup, Georges, pour tes éclairages. Moi, n'ayant pas été là donc, sur le terrain, au moment où tout ça s'est passé, bien entendu, je manque tout simplement de connaissances, je le redis. Donc, je trouve que, voilà, mais je pense que ce genre de remarques sur, par exemple, le rôle que l'armée a joué dans ses premiers jours, un peu de chaos et d'anarchie avec ces vols ou même ces pillages que tu décris, je pense que c'est intéressant effectivement à noter et à mettre en balance avec les autres histoires que l'on entend sur le contrôle des
des Syriens qui sont là, ou le contrôle des activistes qui prennent des photos, ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant de remplir effectivement de faits, d'observations sur tout ça. Quoi. Voilà. Et, concernant la DGA, j'entends absolument ce que tu dis. Bon, moi, j'ai eu la chance d'assister à cette présentation qui était intéressante parce que Khaled Rifai présentait les instruments en usage, les instruments qu'il aurait souhaité aussi que l'État se dote. Hein, c'est-à-dire, il y a une conscience que ces instruments sont trop faibles aujourd'hui et un peu insuffisants. Puis ce qui était même intéressant, c'est qu'il a noté qu'ils avaient des pratiques qui étaient en quelque sorte paralégales, d'empêcher des constructions, alors même que le permis était en fait valide, mais il le dissuadait de différentes manières, etc., pour éviter des dommages trop grands, sans avoir tout à fait les arguments de la loi de leur côté. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce caractère un petit peu informel des pratiques. Donc, mon objectif n'était pas de rejeter, enfin de critiquer complètement, hein, mais de noter la diversité finalement de ces approches, quoi. Voilà. Oui, moi, ce que je voudrais juste, en réponse à ça, je ne vais pas accaparer la conversation, mais je pense qu'il y a aussi un activisme de l'intérieur qui est intéressant, je crois. Et je pense qu'il y a une attaque un peu trop forte, un peu dans la vague politique actuelle. Il y a une attaque systématique de tout ce qui est autorité, ou que la corruption est partout. Et moi, je pense que nous avons tellement exagéré que nous avons perdu les moyens de retrouver les moyens de faire quelque chose. Hein. On est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça qui m'irrite un peu. Mais bon, je sais que la est énorme, les enjeux sont énormes. Évidemment, on veut tirer sur tout ce qui bouge. C'est comme le kullon yani kullon, tu vois, ça c'est aussi c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui, à cause de la situation politique, est en train de faire un effet de boomerang qui fait du mal. Voilà. Merci. Mais il est utile, c'est un argument utile. Alors, c'est vrai qu'on constate que les séminaires par Zoom, c'est pas facile hein, de prendre la parole. Mais je vous en prie, réagissez. Et pour ça, allumez votre caméra si vous le souhaitez, parce que ça on permet, des fois, on voit sur un visage une réaction et il faut la saisir. Oui, il y a Marlène Chahine qui veut prendre la parole, je vous en prie. Micro. Micro, Madame Chahine. Unmute. Là, c'est mieux, je pense. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, Eric. Moi, je rebondis un peu à la question de Georges Abid à propos de… ça a été un peu cité, mais j'aimerais un peu comprendre un peu plus le 5e point qui est donc culture urbanistique de l'activiste urbain, droit à la ville. Les citadins décident de leur espace, vous dites. Il y a une mobilisation, des manifestations, etc. Est-ce que vous pouvez un peu plus décrire ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a un plan là-dessus qui est en train de mener? Et voilà, quel est, où on veut arriver dans tout ça. Voilà, merci. Bien sûr. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais d'abord dire que cet activisme urbain, c'est une tendance mondiale. C'est-à-dire que vous soyez à Paris, à Montréal, mais aussi au Caire, en tout cas au Caire dans les jours de la Révolution, ou que vous soyez à Hong Kong, par exemple, il y a énormément de mouvements qui sont dans des logiques politiques généralement d'opposition et de contestation et qui sont en même temps dans une volonté de proposer des alternatives
en ce qui concerne la vie urbaine. Hein. Et je dirais que pour eux, la question de l'aménagement n'est pas nécessairement un premier point, parce qu'il peut y avoir des enjeux qui touchent d'abord aux conditions de vie, etc. C'est vrai que on peut regrouper, on peut placer l'émergence de toutes ces associations, de tous ces mouvements sous l'angle du droit à la ville, hein, donc c'est-à-dire, selon la théorisation d'Henri Lefebvre, c'est-à-dire la revendication des citadins de décider de ce qui touche à leur cadre de vie, dont l'aménagement, mais d'autres enjeux aussi. Par exemple, les enjeux de travail. Ce que je trouve remarquable au Liban depuis donc au moins 2006, hein, c'est l'émergence de revendications qui sont assez localisées sur différents enjeux j'allais dire, de transformation forte. Alors, c'est le littoral libanais, c'est des espaces publics majeurs comme le Bois des Pins, ce sont les quartiers aussi patrimoniaux, justement, de Gemaizeh, Marc Michael, les tentatives comment dirais-je, de résistance, ou pas la tentative, simplement le succès de la résistance à la mise en place d'une autoroute qui datait des années 50, de plans des années 50, avec l'idée de transformer ces espaces qui avaient été relativement préservés en plus ou moins espaces verts, espaces publics, avec une utilisation alternative des bâtiments. Bon. Et alors, une des choses qui justement est très intéressante dans ces mouvements, c'est que le plan n'est pas leur outil, n'est pas la manière à travers laquelle ils veulent dire le futur. Ils ont d'autres formes de représentation du futur. Ça peut être des récits, ça peut être des pièces de théâtre. Par exemple, il y avait là le mouvement qui s'appelait Hazab Aherli, qui ont fait des pièces de théâtre sur le bord de la mer, qui ont fait des films. Donc, je trouve intéressant parce que on a d'autres registres d'expression que celui de la rationalité graphique, si vous voulez, ou de la rationalité statistique. Et voilà, il me semble qu'il y a un ensemble de propositions très intéressantes qui sont sur la table. Alors, par contre, c'est vrai que les réalisations, pour l'instant, sont, je vais dire, de manière conforme aussi aux moyens de ces organisations. Les réalisations sont encore très ténues. C'est pour ça que je pose la question de quelles expérimentations et quelle capacité de créer des alliances avec d'autres acteurs pour pouvoir plus ou moins changer d'échelle. Hein. Alors, ça pose la question de savoir si ces acteurs veulent changer d'échelle. Et puis, il y a aussi, alors c'est intéressant parce que justement, le mouvement Beyrouth Madinati était d'une certaine manière une volonté d'élargir quelque part ces réflexions et ces propositions en leur donnant un cadre politique. Bon, voilà, ça n'a pas, on le sait, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si le cadre, d'ailleurs, institutionnel libanais l'aurait permis, même si Beyrouth Madinati avait gagné la municipalité. Mais voilà, donc voilà, moi, ce que je crois, c'est déjà, ces mouvements activistes, ils sont déjà dans un renouvellement de l'imaginaire aménageur, dans l'imaginaire de la ville, en changeant les publics prioritaires et, bon, évidemment, en changeant les modes d'intervention. Et déjà, tout cela, je pense que c'est beaucoup. Après, comme disait Georges, voilà, il y a des marges de manœuvre, mais comment est-ce qu'on peut les élargir et tout ça, je ne sais pas. Hein. Dans certains contextes, par exemple en France, il y a tout un débat. Il y a par exemple des lieux temporaires qui ont été occupés par des squatteurs. Et puis, progressivement, les municipalités ont mis en place des outils, des conventions d'usage qui permettent d'accompagner la transition de sites, etc. Alors, du coup, certains disent, oui, mais en fait, ça y est, ils sont récupérés, ils contribuent à la gentrification parce qu'ils ont créé de la valeur, mais cette valeur, on va leur reprendre à la fin. Donc, il y a beaucoup de débats sur tout ça. Comment ces outils peuvent-ils réellement contribuer à changer les modes de fabrication de la ville? Peuvent-ils produire de l'inclusion sociale? Voilà, mais bon, avant de conclure ces débats, encore faut-il donner la possibilité à ces initiatives de se matérialiser.
Merci. Merci pour cette réponse. Y a-t-il encore une ou deux questions avant que nous ne conclurions J'ai une petite question, s'il y a encore du temps. Oui, bien sûr. Oui, je m'appelle Jinan Diab. Je suis enseignante à l'université libanaise et doctorante au labo Cresson à l'université Grenoble-Alpes où je travaille sur une thèse sur la reconstruction du camp Nahr el-Bared où j'ai travaillé là-bas pour cette année. Donc, on travaille maintenant sur une étude des ambiances et son impact sur la compréhension de ce qui se passe maintenant après la reconstruction du camp Nahr el-Bared. Et comme vous avez mentionné le cas du camp Nahr el-Bared, je pensais en fait, quand vous avez parlé de culture étatique, néolibérale, partisane, à propos d'une hybridation entre ces cultures, et je crois c'est ce qui s'est passé avant même la reconstruction du camp Nahr el-Bared, où l'armée libanaise avait un impact sur le plan de reconstruction, l'activisme avec NBRC et même les réfugiés du temps en pensant au plan, master plan, et même durant la reconstruction, et même si on parle maintenant post-reconstruction. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas pour la reconstruction de ces quartiers? Il y aura une hybridation, bien entendu, un impact, par exemple, de ces plusieurs cultures que vous avez mentionnées, l'activisme, les organisations internationales, partisanes, néolibérales. Bien sûr, bien entendu, que c'est un différent contexte, le camp palestinien et les quartiers de Beyrouth. Mais est-ce que ce sera encore le cas, une hybridation entre ces cultures? Alors, moi, je pense que sur le plan, j'allais dire, méthodologique ou analytique, l'intérêt d'identifier ce que j'appelle les cultures urbanistiques, c'est de montrer comment, effectivement, se forment à la fois des référentiels, des pratiques et des institutions qui ont une certaine cohérence entre elles. Alors ensuite, il est bien évident que l'aménagement en pratique donne lieu à des négociations, des conflits, des rapports de force. Et à la fin, il y a l'aménagement réalisé, il reflète plus ou moins telle ou telle culture. Je ne sais pas si c'est pertinent ici de parler d'hybridation des cultures, parce que ces cultures, ce qui les caractérise, c'est leur relative existence dans la relative longue durée, vous voyez, et c'est en ce sens-là qu'elles ont une valeur analytique. Sinon, oui, on pourra bien sûr analyser que tout projet urbain est le résultat de négociations entre les différents acteurs, mais après, et donc éventuellement, on pourra y trouver un élément de telle culture et un élément de telle culture, mais je ne suis pas sûr que ça justifie de parler d'hybridation des cultures. C'est tout simplement une négociation et le résultat de ces négociations, il est constitué d'éléments empruntés à chacune d'elles, mais ça ne donne pas forcément lieu à une nouvelle culture. Ça donnerait lieu à une nouvelle culture si, j'allais dire, le style Nahr el-Bared se multipliait, par exemple, dans tous les camps palestiniens qu'on retrouvait la même chose. Alors là, on pourrait dire, ah ben tiens, il y a une sorte de culture d'un aménagement associant l'armée, des activistes et les organisations internationales. Bon, pour l'instant, je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse aller là, parce qu'il y a eu un événement qui est encore singulier, quoi, vous voyez. Donc, je pense que c'est nécessaire de distinguer ce que moi j'appelle les cultures, qui sont des catégories d'analyse, quoi, finalement, et le résultat sur le terrain qui peut être le résultat d'une négociation, mais voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il une toute dernière question avant que nous ne devions clôturer en raison de l'heure, un peu plus avancée ici qu'en France? Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci d'abord pour cette présentation. Moi, je vais réagir un peu sur la façon de laisser à la population la liberté de choisir la nature de l'environnement urbain dans lequel elle vit.
Et bien sûr, on sait qu'il y a dans ce tissu-là, il y a à la fois des habitations, du commerce, des bureaux. C'est toute une vie qui est sur place. Il y a les gens qui ont loué ces biens-là, et puis, bien sûr, il y a les propriétaires. Et donc là, si on va demander à ces propriétaires, à ces gens, il y aura toujours un clash où il y aura certainement des gens qui vont demander, qui vont tomber dans le piège de la spéculation immobilière, en fait. Et on sait très bien que les facteurs d'exploitation à Beyrouth sont élevés en principe, et que si des immeubles anciens sont détruits, on a tout de suite une tour qui vient s'implanter. Bien sûr, il y a la loi qui a été votée et qui est très bonne, mais quand on va demander à cette population cette liberté de choisir, est-ce qu'il y a une façon, ou bien est-ce qu'on va leur donner une marge dans laquelle ils vont choisir? C'est une liberté qui n'est pas tout à fait totale, mais moi, la question, c'est que comment poser cette question et l'adresser de façon saine pour qu'on n'ait pas une deuxième fois soit solidaire, soit des tours. Oui, mais merci pour votre question. J'avoue que je ne saurais pas bien répondre, mais il me semble premièrement que voilà, en réalité, on ne parle pas véritablement de liberté, hein. On est dans un système, au contraire, de très fortes contraintes, que ce soit pour les locataires. Pour eux, c'est des contraintes notamment d'ordre financier. On le sait, les anciens locataires de Beyrouth sont des gens souvent, la plupart du temps, je veux dire, il y a peut-être quelques exceptions, mais des gens de petits milieux, de petites retraites, beaucoup de personnes âgées d'ailleurs. Donc, et c'est des gens qui n'ont pas forcément, justement, véritablement d'alternative. De l'autre côté, et je pense que c'est un des apports de certains travaux récents, les propriétaires eux-mêmes de ces anciens biens, qu'ils soient d'une grande valeur patrimoniale ou pas, sont eux-mêmes face à des contraintes extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'ils ont un bien qui ne leur rapporte rien pratiquement, donc ils ont cessé d'entretenir, donc ils se dégradent, mais quelque part, ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Et on sait qu'il y a eu, ces dernières années, beaucoup de propriétaires qui ont été, une fois qu'ils ont vendu, en fait, ils sont partis, quoi, en fait. Ils ont été aussi chassés. Donc, en quelque sorte, là, le mécanisme actuel de transformation de Beyrouth, il se fait à la fois contre les locataires, mais aussi contre les propriétaires traditionnels, quoi. Et du coup, à la place émerge une nouvelle oligarchie de sociétés financières détenues par quelques manias, etc. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut aussi se poser le débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté aujourd'hui, en fait, et c'est un des grands problèmes. Le marché du logement au Liban est complètement bloqué. Et voilà, alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on se dit que ce qu'on veut, c'est conserver une ville avec des témoignages de l'époque ottomane, avec son charme, c'est un Beyrouth que j'aime beaucoup. Est-ce que l'on veut une ville dans laquelle les gens ont une certaine liberté et une capacité de se loger en fonction de leurs moyens? Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces deux objectifs semblent complètement contradictoires. Moi, je n'ai pas de solution à ça, hein, mais voilà, il y a un enjeu clair, une tension très forte. Et c'est ça aussi le drame de Beyrouth aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui à ce séminaire. Merci encore à Eric pour son intervention et la discussion qu'il a pu susciter avec très nombreux interlocuteurs ici. Je suis vraiment très content qu'on ait des interlocuteurs. Les webinaires nous permettent d'élargir énormément notre surface, notre géographie du séminaire. Donc, c'est une excellente chose.
Donc, merci à tous et à tous. Et puis, juste vous dire que nous allons poursuivre, bien entendu, ce séminaire en essayant d'alterner autant que faire se peut sur des séances qui ont plus trait à l'urbanisme contemporain comme aujourd'hui, ou des questions patrimoniales, bien entendu, hein, puisque l'ensemble des départements de l'IFPO sont mobilisés autour de ces séminaires. Donc, on se retrouve, je pense, à peu près dans 2 semaines pour la prochaine séance, que je ne peux pas vous annoncer parce que nous n'avons pas encore d'intervenants confirmés, mais en tout cas, sachez que ça se poursuit et qu'on sera très heureux de vous retrouver à nouveau très bientôt à l'IFPO virtuellement avec nous en tout cas. Un grand merci à tous et bon week-end. Au revoir.